Suivez votre émission avec la région Hauts-de-France. Ensemble, réussir la reprise avec le Crédit Agricole Nord-de-France, la banque plus que jamais aux côtés de ses clients. Après les annonces gouvernementales concernant les primes aux soignants, les structures médico-sociales avaient alerté le Premier ministre, c'était d'ailleurs pas un courrier, estimant que leur personnel méritait aussi la prime du Covid-19. Avec nous, Ahmed Egazi, directeur régional de l'URIOPS. L'URIOPS, c'est une fédération régionale qui unit les associations, essentiellement qui travaillent dans le domaine du social et de la solidarité. Plus de 1600 associations dans les Hauts-de-France. Et je vous pose tout de suite la question, Ahmed Egazi, est-ce que vous avez eu gain de cause? Est-ce que les salariés des associations sociales ont reçu la prime Covid? Bonjour. Alors, pas tous, malheureusement. En fait, il y a aujourd'hui une prime qui a été annoncée et qui sera versée pour effectivement les professionnels du secteur médico-social, c'est-à-dire qui relèvent d'un financement de l'assurance maladie et pour lesquels, dans notre région, en tout cas, puisque notre région fait partie des plus touchées, une prime de 1 500 € sera versée selon des critères qui ont été définis dans une circulaire parue cette semaine. Néanmoins, un certain nombre d'acteurs à la fois du champ social mais aussi médico-social ne relevant pas d'un financement de l'assurance maladie sont toujours dans l'attente de la définition d'une éventuelle prime et de son montant. D'accord, donc je suppose que vous ne lâchez rien sur ce sujet, bien évidemment. Alors les associations que vous accompagnez, leurs collaborateurs ont souvent été en première ligne pendant le confinement. On parle des aides à domicile, des soignants, on vient d'en parler. Comment ce tissu associatif sort-il de cette crise ? Alors il sort à la fois satisfait du travail engagé puisqu'il y a eu une vraie mobilisation, mais il sort aussi assez fatigué. Aujourd'hui, les salariés dans un certain nombre de secteurs d'activité sont extrêmement fatigués, ont été extrêmement investis. C'est aussi pour ça que nous insistons sur la question de la prime, pas comme un élément de reconnaissance qui serait due, mais plutôt comme, je dirais, la valorisation du travail qui a été effectué pendant cette partie-là par des professionnels qui ont vraiment été en première ligne, que ce soit dans le champ de la protection de l'enfance, que ce soit dans le champ du handicap, que ce soit dans le champ de l'accompagnement des personnes à domicile. Il y a eu un vrai investissement, mais aussi des professionnels qui ont été assez éprouvés et qui ont dû gérer des situations qui étaient assez inédite et encore une fois éprouvante. Et comme on l'a fait régulièrement avec La Voix du Nord et le Courrier Picard, on adresse un grand merci à toutes ces personnes tellement utiles à la nation, tellement utiles à chacun d'entre nous. Alors cette émission, c'est Ensemble réussir la reprise. On va essayer de voir comment le tissu associatif, tellement essentiel, vous l'avez bien prouvé, va s'en sortir. Aujourd'hui, de quoi ces associations ont-elles besoin? Parce que certaines d'entre elles peuvent être en danger, je crois. Alors oui, en sachant que les difficultés que nous avons rencontrées pendant la crise Covid ne sont pas des difficultés qui sont nouvelles. La crise, elle a plutôt été un amplificateur, plutôt mis en relief des difficultés qui existaient déjà. Alors, si on peut citer quelques-unes des difficultés peut-être spécifiques, avant de venir à celles plutôt de long terme, mais spécifiques à la crise Covid, on peut citer évidemment la question des équipements de protection individuelle, la question des masques, mais pas que, mais elle s'est beaucoup incarnée dans la difficulté autour de l'approvisionnement en masques de protection. Certains secteurs d'activité ont été... Monsieur Egazi, là-dessus, je vous coupe. Est-il exact que 2 associations aient été mises en cause par l'inspection du travail à cause de l'incapacité de fournir des équipements de protection comme les masques à leur personnel? Vous confirmez ça? Oui, absolument, on confirme. Certains de nos adhérents ont effectivement été mis en cause de cette façon, avec une situation qui est profondément injuste, puisque l'approvisionnement en masques ne relevait pas de la responsabilité de ces structures. Il devait avoir la possibilité, par exemple, de se fournir en pharmacie. Les services d'aide à domicile ont eu parfois des difficultés à obtenir des masques en pharmacie. L'approvisionnement de ces structures a tardé.
dans une période où il était par ailleurs extrêmement difficile de s'en procurer à titre, sur sa propre initiative. Donc on s'est retrouvé dans une situation où des services d'aide à domicile n'étaient pas approvisionnés en équipement de protection individuelle et dans le même temps se voyaient mises en cause et se retrouvaient effectivement au tribunal parce qu'elles ne pouvaient pas apporter ces équipements de protection individuelle aux salariés. Et finalement, des associations qui interviennent pour le bénéfice de la collectivité et pour le bien de tous et qui en même temps se retrouvent totalement isolés, seuls dans la responsabilité qu'on leur faisait porter sur ce sujet. Incroyable. Quels sont les autres problèmes court terme, je vous ai coupé là-dessus. Quels sont les autres problèmes ? Alors donc il y a effectivement eu cette question des équipements de protection individuelle qu'on vient d'évoquer. C'est aussi l'occasion de saluer de très belles initiatives ou de très belles actions de solidarité puisque dans tous les territoires, les associations se sont regroupées pour mettre en place des achats mutualisés et faciliter l'approvisionnement, en plus des livraisons qui ont pu se mettre en place dans une seconde phase. Une deuxième difficulté qui était de l'ordre de la gestion des ressources humaines, puisque comme dans toutes les structures, la crise elle a déclenché un taux d'absentéisme à un certain niveau, puisque certaines personnes ont été touchées, d'autres ont eu des problématiques de garde d'enfants ou des situations personnelles contraignantes. Et là aussi, belles initiatives de solidarité. Il y a pu y avoir des mises à disposition de personnel, certains établissements faisant plutôt de l'accueil de jour étant fermés, mettant à disposition d'autres structures du personnel pour venir les aider. Autre difficulté conjoncturelle liée à la crise, c'est celle des doctrines et des consignes. Alors, il y a eu énormément de documentation et de littérature pour les structures dans le champ social, médico-social et sanitaire sur la façon de gérer cette crise. Peut-être trop de littérature, c'est-à-dire que les associations nous ont indiqué qu'elles n'avaient plus le temps de lire l'intégralité des documentations. Chaque jour, on pouvait recevoir des guides d'une dizaine de pages. Évidemment, quand on est sur le terrain en accompagnement des personnes, c'était extrêmement difficile, avec des consignes qui pouvaient varier quasiment du jour au lendemain ou des annonces pas préparées. L'illustration emblématique de ça, c'est l'annonce le dimanche soir de la réouverture des visites des visites de famille au sein des EHPAD, effectives dès le lundi, alors même que cette réouverture n'a pas été préparée et donc la nécessité pour les établissements de mettre en œuvre immédiatement, répondre à une demande légitime à laquelle elles pouvaient difficilement accéder. D'accord. Est-ce que vous avez des informations sur la viabilité de certaines associations ? Est-ce que des associations sont en danger économique au point de peut-être devoir fermer ? Alors, globalement, dans le secteur, les financements ils sont issus d'une contractualisation, donc dans le cadre de l'accompagnement des publics vulnérables. Et cette contractualisation, elle demeure. Et les financements, ils ont été en grande partie maintenus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment saluer et qui donne de la visibilité au secteur. Il y a malgré tout quelques éléments qui restent en suspens. Un premier qui est relatif à la question des surcoûts qui ont été engendrés par le secteur, puisqu'évidemment pour confiner de façon efficace, pour mettre en œuvre les différentes recommandations, pour s'adapter, il a fallu engager un certain nombre de dépenses et d'investissements. Il n'y a aujourd'hui pas de certitude sur la prise en charge de ces surcoûts. Il y a aussi à côté de ça un certain nombre de champs d'activité pour lesquels déjà avant la crise, la question du modèle économique se posait. Je parlais tout à l'heure des services d'aide à domicile. On a aujourd'hui des services d'aide à domicile qui sont chroniquement sous-financés. Le taux de le coût horaire pour un service d'aide à domicile, il est situé en fonction des études entre 23 et 25 euros. Le coût financé aujourd'hui, il va en fonction des territoires se situer entre 19 et 22 euros pour vous donner une illustration. Il vient d'être valorisé par exemple dans le département du Nord. Donc là, il y aura effectivement un sujet à traiter. Je note aussi qu'il y a eu une forte solidarité entre vos associations pour s'échanger du personnel, venir en renfort, notamment sur le département de l'Oise au plus fort de la crise. Une des spécificités de vos associations sont également les bénévoles. Alors comment se sont gérés les bénévoles et comment sortent-ils aussi de cette période ?
Alors, avec une certaine difficulté, il faut bien le dire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, sans faire d'études sociologiques, entre guillemets, mais le public de bénévoles se retrouve plutôt parmi, principalement plutôt des personnes retraitées. C'est pas l'unique profil, évidemment, mais c'est malgré tout une grosse partie, et donc plutôt des publics à risque à qui on a plutôt recommandé d'être confinés. Donc, moins de possibilités d'intervenir, surtout quand on met ça en regard avec la difficulté de se fournir des équipements de protection individuelle, déjà pour les professionnels. Donc la capacité à intervenir des bénévoles, elle a été évidemment impactée, même si elle a pu, un peu comme pour les professionnels, évoluer vers plutôt du soutien à distance, notamment de la prise de contact auprès des personnes isolées. Néanmoins, c'est vrai qu'en établissement, il y a eu nécessairement moins d'intervention des bénévoles. Une dernière question. Parmi vos associations, beaucoup d'EHPAD, de personnes accueillant les personnes âgées. Là, la pression doit être forte. On annonce aujourd'hui enfin le retour à la normale sur les visites. Quelle remontée vous avez là-dessus en 10 secondes ? Il y a effectivement la réouverture des établissements. Il y a aussi un vrai enjeu au-delà de ça. On parle beaucoup du 5e risque dépendance et d'une loi grand âge et autonomie qui est attendue depuis de très nombreuses années par le secteur, en particulier sur les enjeux de financement, sur les enjeux d'attractivité des métiers. On l'attend depuis très longtemps. Tous les ans, on nous dit qu'elle est imminente et tous les ans, on l'attend. Les enjeux de financement sont immenses, notamment au regard du vieillissement prévisible de notre population. Et il est vraiment primordial qu'on puisse se donner les moyens de notre ambition d'une vraie politique d'accompagnement du vieillissement de notre société et de l'accompagnement des personnes vulnérables. Merci beaucoup. Cette grande loi grand âge a été effectivement réannoncée par le président de la République. Encore faudra-t-il voir quelles sont les capacités de financement. Les associations qui travaillent dans le social ont été vraiment en première ligne à la manœuvre. On les remercie et merci à vous, Ahmed et Gazi, d'avoir répondu à nos questions. Ensemble, réussir la reprise avec le Crédit Agricole Nord de France, la banque plus que jamais aux côtés de ses clients.